Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour le cours de médecine chinoise en ligne que vous avez commandé pour, en contrepartie via la plateforme de crowdfunding KissKissBankBank. Donc déjà, merci à vous tous. Grâce à vous, le livre a pu être imprimé et c'est vraiment une réussite pour moi, je suis vraiment très contente. Donc merci à tous. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte, je suis praticienne en médecine chinoise à Montpellier depuis 9 ans. Et avant ça, j'étais infirmière. Je vais commencer par vous expliquer les grands principes de la médecine traditionnelle chinoise. Et puis après, on étudiera ensemble quelques points dont vous pourrez vous servir dans votre vie de tous les jours, surtout pour agir sur le côté émotionnel, mais aussi sur quelques douleurs. On verra un petit peu la trousse de secours des points d'acupuncture. Ce qui est bien, c'est que vous l'avez toujours sur vous. Il suffit d'avoir ses doigts pour masser les points en acupression et vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Donc la médecine traditionnelle chinoise est une médecine ancestrale qui nous vient sans surprise de Chine. Son premier principe, en fait, c'est qu'il se base sur la circulation de l'énergie dans le corps. Qu'est-ce que c'est l'énergie? Donc, l'énergie, c'est un courant qui est dans toute chose, toute chose vivante, qui nous traverse et qui permet la vie. Ce courant, cette énergie permet de bouger, de grandir, de respirer, d'évoluer, de faire battre notre cœur. Il permet tous les mouvements du corps, les mouvements internes, tous les mouvements physiologiques. Sans cette énergie, on peut dire que la vie n'existe pas. Quand il n'y a plus d'énergie, finalement, il y a la mort. Donc cette énergie, en médecine chinoise, on appelle ça le qi, qui s'écrit QI, mais qui se prononce Qi, comme dans la pratique martiale, le Qigong. Donc le Qi, c'est son caractère, donc l'idéogramme, c'est le caractère en fait de la vapeur issue de la cuisson du riz. Donc c'est-à-dire que c'est voilà, le mouvement de la vapeur de la cuisson du riz, donc issu d'une transformation, issu d'un aliment. Le qi circule dans un réseau de méridiens. Les méridiens sont des canaux énergétiques qui traversent le corps. Ce ne sont pas des canaux qui sont séparés les uns des autres. En fait, c'est un canal, un flux continu, donc un canal énergétique qui se transforme ensuite en un autre méridien. Donc on a le méridien du poumon, par exemple, qui va faire son trajet, qui part là, qui va descendre le long du bras. Ensuite, à un certain point, le méridien du poumon va se transformer en le méridien du gros intestin, donc qui va ensuite remonter, et ensuite qui va rejoindre le méridien de l'estomac, qui va rejoindre, voilà, on fait tout le circuit énergétique se fait de cette façon. Et donc les méridiens portent les noms des organes. Donc on a le méridien du poumon, justement, le méridien du gros intestin, le méridien de l'estomac, le méridien de la rate, le méridien du foie, le méridien de la vésicule biliaire, du rein, de la vessie, et aussi du maître du cœur et du triple réchauffeur. Donc ça, c'est des méridiens dont le nom nous est quand même plus inconnu. Le maître du cœur, en fait, en médecine chinoise, c'est l'enveloppe du cœur. Et le triple réchauffeur, c'est un méridien qui va permettre la circulation de l'eau et de l'énergie à travers les différents foyers dans le corps qui sont les étages en fait du corps. Donc ça c'est un peu plus pointu, peut-être plus compliqué à comprendre que les méridiens des différents organes. Ça c'est plus facile on va dire. Donc les méridiens sont au nombre de 12. Il y en a 6 méridiens yin et 6 méridiens yang. Et ensuite, ces méridiens, du coup, sont bilatéraux. C'est-à-dire qu'on les trouve de chaque côté du corps. Pardon. Les méridiens sont donc en nombre de 12 et on dit qu'ils ont une marée énergétique. C'est-à-dire que c'est 2 heures dans la journée pendant lesquelles ils vont être plus actifs. C'est-à-dire qu'en fait, ça couvre les 24 heures. Si on se dit qu'on a 12 heures sur chaque méridien, sachant qu'ils sont 12, ça couvre les 24 heures. Du coup, nous, c'est intéressant pour nous quand les personnes ont des problèmes toujours au même moment. Par exemple, mal au ventre à 17 heures tous les jours, ou palpitations à 19 heures, ou des réveils tous les jours nocturnes à
à 3 heures du matin. Du coup, on essaye de repérer dans quelle tranche horaire on se situe et puis on peut voir quel méridien est impacté. Par exemple, entre 1 heure et 3 heures du matin, c'est le méridien du foie. Donc les personnes qui ont des réveils vraiment systématiques pendant cette tranche horaire, on peut aller voir du côté du foie ce qui s'y passe, voir s'il y a un souci. Donc après, quand on parle des organes en médecine chinoise, soyons clairs sur le fait qu'on parle de l'énergie des organes et pas de l'organe en lui-même. C'est-à-dire qu'on peut très bien déceler un problème sur le foie et qu'en fait, il n'y a aucun problème au niveau du foie du point de vue de la médecine occidentale. Les gamma-GT peuvent être très bons, la personne peut très bien digérer. C'est vraiment l'énergie de l'organe. C'est-à-dire aussi que si il nous manque un organe, on a quand même toujours l'énergie de cet organe peut quand même être présent. Par exemple, la rate. Certaines personnes peuvent subir une ablation de la rate suite à un accident de la route, si la rate a explosé, ou les personnes à qui on va enlever la vésicule biliaire, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'au niveau de l'énergie, elle n'y sera plus. On peut quand même travailler dessus. Donc, pour marquer cette différence, à l'écrit, on met une majuscule. Donc quand on met par exemple les reins avec un R majuscule, le foie avec un F majuscule, c'est pour qu'on comprenne qu'il s'agit de l'énergie de cet organe ou de cette entraille et pas de l'organe en lui-même. Parmi les 12 méridiens, donc 6 sont reliés aux organes yin. Donc il y a le foie, les reins, la rate sont les méridiens yin de pied, c'est-à-dire qu'ils passent par le pied et la jambe. Et le méridien poumon, cœur, maître du cœur sont les méridiens yin de bras qui passent par le bras. Donc ça, ce sont des organes. On a ensuite les entrailles. Donc c'est 6 méridiens qui sont reliés aux entrailles qui sont considérées comme yang. Pour reconnaître une entraille plutôt qu'un organe, les entrailles, en fait, il y a toujours une entrée, une sortie, il n'est pas figé en fait. On a par exemple la vésicule biliaire, la vessie et l'estomac, qui sont les méridiens yang de pied, donc des méridiens qui passent au pied. Et gros intestin, intestin grêle et le triple réchauffeur, qui sont les méridiens yang qui passent au bras. Donc c'est les entrailles, donc il y a toujours une entrée, une sortie, si on peut dire ça comme ça va transporter les choses d'un endroit à l'autre dans le corps. Donc par exemple la vessie, c'est le meilleur exemple quoi. Donc voilà, ça c'est le nom des méridiens. Donc il y en a 12, 6 yin, 6 yang. Qu'est-ce qui va faire la différence entre le yin et le yang? Ça on va aussi en parler. Avant ça, on va parler des points d'acupuncture. Donc qu'est-ce que c'est un point d'acupuncture? Un point d'acupuncture, c'est un endroit sur le méridien qu'on peut activer en fait pour favoriser la bonne circulation de l'énergie dans le corps et particulièrement dans ce méridien-là. Donc en fonction du point qu'on va piquer, on va avoir telle ou telle action sur le méridien donné et le méridien donné va être choisi en fonction de ce qu'on veut travailler. Donc après, il peut y avoir, par exemple, le méridien du cœur va être souvent travaillé pour tout ce qui est émotionnel et anxiété. Et le méridien par exemple, de l'estomac ou du gros intestin va plus être travaillé pour ce qui est du côté digestif. Méridien rein-vessie, plus sur le système urinaire. Le méridien de la vésicule biliaire, ça va aussi être plus sur du digestif. Donc voilà, on va choisir en fait les méridiens et les points en fonction de ce qu'on veut travailler. Donc un point d'acupuncture, qu'est-ce qu'on fait d'un point d'acupuncture? Donc pour le stimuler, donc on peut soit le stimuler, c'est-à-dire qu'on va le renforcer, ou au contraire le disperser. J'ai réalisé que j'ai oublié quelque chose. Je vous disais qu'il y avait 12 méridiens. En réalité, il y en a deux de plus. C'est-à-dire qu'il y a les 12 méridiens qui sont reliés aux organes et il y a aussi deux autres méridiens qui partent en fait sur la ligne médiale du corps, qui traversent le corps en fait de bas en haut. Donc qui part de l'anus, qui passe par le périnée, qui monte et ensuite qui rejoint un autre méridien ici et qui descend le long de la colonne et qui redescend le long du sacrum jusqu'au même endroit. C'est deux méridiens. Donc c'est le méridien du Renmai qu'on appelle le vaisseau conception et le méridien du Dumai qui est le méridien euh, qui est le vaisseau gouverneur. Donc voilà, voilà, il y a aussi ces deux méridiens en plus, mais qui correspondent pas du coup, qui correspondent pas aux organes. Donc comme je vous l'ai dit,
Ces points d'acupuncture, donc ils peuvent être pour être stimulés, donc ils se font soit en ce qu'on appelle en tonification ou en dispersion. La tonification, il s'agit pour cela de tonifier l'énergie. Donc c'est plutôt quand il y a de la fatigue, si on veut booster l'énergie, l'augmenter, etc. La dispersion, ça va être plutôt lorsqu'on veut la remettre en circulation plus que l'augmenter, on va dire, dans des situations où l'énergie est bloquée. Ça peut être par exemple lors de douleurs abdominales, avec plénitude abdominale, la sensation d'avoir l'estomac trop plein, par exemple, une lourdeur, on va plus être sur de la plénitude. Les personnes qui vont se sentir très énervées, très agitées, on est plus sur de la plénitude. Par contre, quand on est dans une situation de vide avec de la fatigue, de la frilosité, par exemple, on va en général quand même avoir tendance plus à tonifier ces points. Pour travailler ces points d'acupuncture, nous pouvons soit les masser, les piquer, les chauffer, les travailler aussi au laser ou avec des ventouses aussi. Donc les chauffer, donc là il s'agit de moxibustion. Donc la moxibustion, c'est une branche de la médecine chinoise. Ce sont des bâtons d'armoise séchés que l'on allume. Et avec le bout incandescent, on va les s'approcher près du point d'acupuncture pour le booster. Donc il s'agit d'être quand même assez près de la peau, mais voilà, de pas se brûler non plus. Et donc on va réserver la moxibustion dans les cas justement où l'énergie elle est plutôt basse, avec de la frilosité, pour la remonter un peu en chauffant. La moxibustion peut aussi se pratiquer avec ce qu'on appelle une boîte à moxa. Donc c'est un petit coffret dans lequel on met l'armoise séchée en vrac dedans et on peut poser ce coffret sur certaines zones. Donc ça peut être le bas du dos par exemple ou le bas du ventre, voilà, sur certaines zones qu'on veut travailler sur une zone un peu plus large que simplement un point d'acupuncture, particulièrement en cas de douleur de règles par exemple, très 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 efficace la moxibustion. Donc voilà, ces points peuvent être, on peut utiliser la moxibustion, ils peuvent aussi être piqués, donc ça sera avec un thérapeute. Et nous, ce qu'on va voir ensemble, c'est plutôt comment faire les automassages, comment faire de l'acupression et donc de masser ces points. Pour cela, il faudra le faire avec la pulpe du pouce. Donc la pulpe du pouce, c'est cette partie-là. Et d'appuyer sur les points quand même assez fort. Donc bon, il ne s'agit pas de se faire mal non plus, mais on doit quand même le sentir. C'est quand même une petite pression. C'est pas un effleurage ou voilà, c'est quand même une petite pression. Et donc on va le faire dans le sens des aiguilles d'une montre pour tonifier l'énergie, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre quand il s'agira de la disperser. Du coup, moi, je vous expliquerai dans quel type de point, à quel moment on va plutôt tonifier ou plutôt disperser ces points d'acupuncture. Avant de commencer à voir les différents points, je voulais voir avec vous ce que c'était le yin et le yang. Donc le yin et le yang, c'est symbolisé par ce qu'on appelle le taiji, donc c'est ce dessin qui est assez connu. Ce qu'on connaît moins cependant, c'est un petit peu les différentes subtilités et à quoi correspondent les différentes parties. On a tendance à dire le côté noir, c'est le côté méchant, sombre, et le côté blanc, c'est le... Bon, c'est pas du tout ça en fait, hein, pas du tout. Déjà, le côté blanc correspond à l'homme, il s'agit de l'énergie yang, et le côté noir correspond à la femme, c'est l'énergie yin. Donc l'énergie yin, ça va être une énergie qui est plutôt douce, apaisante. Il va s'agir plutôt, voilà, je vais vous donner différents mots, voilà, correspondant à des choses de l'énergie yin. Donc ça va être l'eau, ça va être la lune, ça va être plutôt l'inertie, le froid. Ça va correspondre à l'introspection, à la femme, ça, je vous l'ai déjà dit. Et donc, voilà, au soir, à l'hiver, plutôt l'automne. Et l'énergie yang, c'est une énergie plutôt de feu, une énergie assez dynamique. Donc, ça correspond à l'homme, ça correspond au soleil, à l'été, à la chaleur, au mouvement, à une énergie plutôt qui va monter comme ça, qui stagne pas. Quelque chose de, voilà, un mouvement assez fort quand même, assez important. Ça correspond du coup voilà, à tout, si on pense à l'été, voilà, on a la définition du yang, hein, le chaud, le soleil, etc. Donc dans le symbole du taiji, ce que nous montre ce symbole, c'est que dans toute chose yin, il y a toujours du yang, et dans toute chose yang, il y a toujours du yin. Et en fait, en médecine chinoise, on dit dans toute chose, il y a en fait, il y a des deux. Il y a et du yin et il y a du yang. C'est impossible
que quelque chose soit uniquement yin ou uniquement yang, parce que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Par exemple, le mouvement ne peut pas exister sans l'inertie, et l'inertie ne pourrait pas exister si le mouvement ne s'arrêtait pas. On dit que chaque chose, que le yin se transforme en yang et que le yang se transforme après en yin, qu'il se complète en fait. Donc si on pense par exemple à une journée, effectivement, pendant la journée, on est sur une énergie yang, le soir tombe, on va rentrer dans une énergie yin. Le matin, on se réveille, les yeux s'ouvrent, c'est un mouvement. On rentre dans la journée, il y a la lumière, donc voilà, on va rentrer dans l'énergie yang. Et donc en fait, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en médecine chinoise, l'objectif est toujours d'harmoniser le plus possible l'énergie yin et l'énergie yang. Et on essaye d'analyser les différents symptômes, les différentes pathologies, en essayant de voir si c'est une pathologie qui est plutôt type trop yang, pas assez. Donc pour cela, on va se servir beaucoup de la température aussi et travailler avec les différents éléments et les différentes saisons. Donc, au niveau des tempéraments, donc voilà, il y a des tempéraments plutôt yin, des tempéraments plutôt yang. Donc, un tempérament plutôt yin, c'est quelqu'un plutôt d'apathique, enfin apathique, j'exagère peut-être un peu. Là, je vous dis le yin à l'extrême en fait. Quelqu'un de yin, c'est parce que moi, comme je suis yang, quelqu'un de yin va me sembler apathique, alors qu'en fait, pas du tout. Du coup, l'énergie yin, c'est plutôt l'énergie du calme, de la douceur. Donc un tempérament yin, ça va être plutôt ça, avec des personnes qui vont tendance à être plutôt frileuses, avec parfois, je vous dis parfois, hein, on retrouve, il n'y a jamais tout ou rien, c'est vraiment toujours des petites choses qui peuvent apparaître, et avec parfois des selles molles, par exemple. Voilà, ça peut être ce genre de catégorie de personnes. Et les personnes plutôt yang sont des personnes plutôt feu, assez dynamiques, assez speed. Donc qui peuvent être un peu secs, un peu parce qu'ils brûlent, ils brûlent toute l'énergie, qui peuvent avoir plutôt chaud avec le visage rouge, plutôt des selles sèches, de la constipation, avec souvent de la soif et qui peuvent paraître plutôt agités. Donc là, c'est vraiment les clichés, on va dire, des tempéraments yin, des tempéraments yang. Évidemment, comme il ne peut y avoir du yin sans du yang et du yang sans du yin, on n'est jamais que l'un ou que l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont très très yang, qui peuvent avoir très froid, et au contraire des personnes qui sont yin et avoir des symptômes d'excès de yang, hein. Donc on n'est jamais trop dans l'un, trop dans l'autre. Après, c'est juste important de comprendre en fait cette notion-là de yin et de yang pour après comprendre quels points vont être utilisés quand on veut nourrir le yin ou nourrir le yang, par exemple. Donc là, par exemple, je vais vous parler un petit peu du sommeil. Donc le sommeil, donc évidemment, comme on vient de le voir, on quitte l'énergie yang pour rentrer dans l'énergie yin. Donc l'énergie yin où voilà, la température baisse, la lumière aussi, l'activité cérébrale devrait commencer à se ralentir, on devrait se sentir un peu plus calme, même le cœur un peu moins agité. Du coup, on peut avoir un peu froid, envie de se couvrir le soir. Donc il y a beaucoup de personnes qui se plaignent en cabinet d'être fatiguées le soir, mais en fait c'est super quoi. C'est normal, vous avez utilisé votre énergie la journée en vous réveillant, jusqu'au soir, vous rentrez 18-19 heures, vous êtes fatigué, c'est très bien. C'est très très bien. Beaucoup de personnes qui aimeraient le soir continuer à être en forme. Voilà, non, après le soir, il s'agit de profiter de cette énergie-là pour justement rentrer dans l'énergie de la nuit et dormir. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous donner un point vraiment important en cas d'insomnie, quelques points importants en cas d'insomnie, et du coup c'est des points qui vont nourrir justement l'énergie yin. Donc en fait, si on symbolise ça, c'est comme si en fait on avait trop de feu et qu'on allait jeter un seau d'eau sur le feu pour calmer le feu et l'éteindre pour pouvoir s'endormir. Donc l'eau est symbolisé par, enfin l'eau c'est l'élément du rein, de l'énergie du rein. Et le feu c'est l'élément de l'énergie du cœur. Donc en fait, en activant des points du méridien du rein, on va apporter de l'eau pour éteindre le cœur. Et donc voilà, on appelle ça en médecine chinoise l'axe rein-cœur, c'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre entre à la fois avoir assez d'eau et un peu de feu mais pas trop, voilà, pour jouer sur cet équilibre-là. Donc en cas de problème de sommeil, si on nourrit l'énergie yin et l'énergie du rein, l'énergie yin du rein particulièrement, on va du coup apporter de la douceur, de l'énergie, mais de l'énergie douce, de l'énergie apaisante, de l'énergie calmante, pour pouvoir rentrer dans la nuit, dans l'énergie yin, afin d'avoir un bon sommeil, un bon endormissement surtout. Donc là, je vais vous présenter, voici mon pied.
Je vais vous présenter des points justement qui vont travailler sur les insomnies. Donc sur les insomnies, donc ils vont aussi calmer l'esprit, calmer le mental, donc travailler aussi sur le stress. Donc il y a déjà le point 3 reins, donc c'est entre la malléole interne et le tendon d'Achille au milieu. Donc ça c'est un point qui va activer l'énergie yang du rein, mais il va quand même travailler aussi sur les insomnies. Ensuite, à 2 travers de doigts au-dessus de ce point, on reste vraiment sur la même ligne. On arrive sur le second point, on sent un petit creux. Donc ça, c'est le point 7 rein. Donc ça, c'est un point qui va nourrir l'énergie yin du rein et qui va aussi agir sur du coup les insomnies. Donc quand on active l'énergie du rein, on va renforcer notre énergie vitale, notre énergie de base. Ça permet de travailler aussi sur la fertilité et ça va voilà, de redonner vraiment globalement de l'énergie de fond. Donc n'hésitez pas vraiment à masser ces points, de préférence le soir, comme ils sont plutôt apaisants. Ensuite, nous avons un autre point, donc on va se mettre à 4 travers de doigts au-dessus de la malléole interne, toujours, mais près du tibia. Donc c'est vraiment un point qui est contre le tibia. On le sent normalement à la palpation, il est quand même assez sensible. Donc ça, c'est un point qu'on appelle le cisrate, qui est le point réunion des 3 yin. Donc c'est un point qui va beaucoup nourrir l'énergie yin et donc qui est aussi apaisant. C'est un point que vous pouvez aussi masser en cas de règles douloureuses parce qu'il a une très forte action sur la sphère gynécologique. Donc c'est un très bon point en période de règles pour les femmes à masser. Il va aussi apaiser l'esprit, travailler sur le sommeil et remonter l'énergie yin. Nous avons ensuite le point 3 fois. Donc le point 3 fois, je vais vous montrer où il est. Donc en fait, c'est à la jonction du pouce et du deuxième orteil. On descend dans l'alignement, paf, 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 et on tombe sur une petite butée, un petit creux, qui est assez sensible hein, normalement aussi à la palpation. Et donc là, du coup, sur ce point, on est sur le 3 fois. Tai Chong. Donc le 3 fois, c'est mon point préféré avec le 6 rat. C'est un point en fait qui va vraiment beaucoup faire circuler l'énergie et du coup qui va permettre un peu de la faire redescendre, de faire redescendre le yang. Donc avant sur les points du rein, on était plutôt sur des points qui vont nourrir l'énergie yin dans l'idée d'apporter de l'eau pour éteindre le feu. Et là on est sur des points qui vont directement plutôt calmer le feu. Donc le point 3 fois, celui-ci va se masser en dispersion justement, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme on veut plutôt le calmer, l'apaiser. Tandis que les 3 points précédents vont se masser dans le sens des aiguilles d'une montre en stimulation, en rotation. Donc voilà, là sur le point 3 fois, on est vraiment sur apaiser l'énergie yang, calmer en général. Donc si on part dans l'idée de vouloir mettre en circulation, du coup, on peut se dire aussi qu'on peut piquer ce point quand il y a des choses qui stagnent. Donc par exemple, les règles douloureuses aussi avec par exemple la présence de caillots qui montrent que du coup ça circule pas bien et que ça stagne. On peut aussi masser ce point 3 fois. Maux de tête aussi. Alors après là moi je trouve que là où il est vraiment super c'est quand voilà quand vous êtes énervé un peu avec l'énergie qui monte à la tête comme ça, masser ce point dans le sens inverse des aiguilles d'une montre c'est vraiment pas très agréable par contre mais c'est vraiment très efficace. Ce point, on va l'associer à un autre point d'acupuncture qui s'appelle le 4GI, donc le 4 gros intestin. Donc ça, c'est un point qui se trouve sur la main. Donc en fait, c'est le même point que le 3 fois, mais version main. Donc c'est-à-dire qu'on prend le pouce, l'index, on descend, hop, on arrive sur la butée. Et là, du coup, on va tomber sur le point 4GI. Donc celui-là, il est sensible. Hein. Quand on appuie, c'est pareil. Normalement, vous êtes dessus, vous ne vous trompez pas. Hein. Donc ça, c'est un point qui va activer l'énergie, du coup. Il va activer l'énergie et on va s'en servir en association avec le 3 fois pour mettre en circulation. Donc pour travailler particulièrement sur les douleurs, sur les blocages, surtout sur les maux de tête. Donc là, c'est vraiment dans l'idée de libérer l'énergie, de la faire circuler. Le point 4GI tout seul, ne l'utilisez pas le soir par exemple parce qu'en fait c'est un point qui va plutôt activer l'énergie en le faisant circuler. Donc on peut soit le masser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou cette association là à la limite 3 fois 4GI faites-la plutôt le matin.
pour libérer l'énergie. Le 3 fois tout seul, vous pouvez vraiment le faire le soir avant de vous coucher, mais 3 fois 4 GI, peut-être plutôt en journée, comme on veut activer l'énergie, la remettre en circulation et lever les blocages. Donc voilà, si on pense aux 4 barrières, ça explique assez bien ce que ça signifie. On veut ouvrir les barrières, on veut faire circuler l'énergie de haut en bas dans le corps. Donc après, l'objectif, c'est par exemple en cas de douleur. En médecine chinoise, pour nous, une douleur, c'est que l'énergie circule pas bien, que c'est voilà, c'est rugueux, c'est comme un cours d'eau qui a du mal à avancer. Donc soit parce qu'il y a des obstacles, soit parce que l'énergie n'est pas suffisante. Il peut y avoir voilà, deux hypothèses. Donc, enfin d'autres encore, mais on va en garder que deux ici. Et donc en faisant circuler l'énergie, 3 fois 4 GI, du coup voilà, on fait circuler voilà, le courant de la rivière pour que la rivière coule bien. Et après, 6 rats, 3 reins, 7 reins, c'est plutôt pour apporter de l'eau à la rivière, justement, d'apporter de la matière, de la matière à l'énergie. Donc voilà, 4GI, il faut vraiment retenir que c'est aussi vraiment le gros point des maux de tête tout seul. Donc c'est-à-dire que si vous êtes sujet aux migraines, aux céphalées, dès que le mal de tête commence à arriver, paf, vous allez dessus, vous le stimulez. Et des deux côtés, à chaque fois les points c'est des deux côtés aussi. Vous pouvez le faire des deux côtés, mais vous n'êtes pas obligé. Donc stimuler le 4GI pour les maux de tête, c'est vraiment super. C'est un point qui est tellement fort, qui active tellement l'énergie qu'il est contre-indiqué chez les femmes enceintes, sauf en fin de grossesse quand on veut provoquer l'accouchement, travailler sur le col, mais sinon il est contre-indiqué chez les femmes enceintes. Donc là nous avons vu du coup 5 points. Les premiers points, 3 reins, 7 reins, 6 rats, pour travailler sur calmer le mental, les insomnies, apporter de l'énergie yin, apaiser, etc. 3 fois pour calmer l'énergie yang. 4 GI pour activer l'énergie en association avec le 3 fois ou tout seul pour activer l'énergie et travailler contre les maux de tête. Ensuite, là, je vais vous présenter 2 points d'urgence donc qui vont plus agir sur l'anxiété, donc enfin, qui ont aussi d'autres fonctions, mais urgence anxiété, on va dire. Donc il y a le point 7 cœur, donc qui est au niveau du pli du poignet, là, dans le creux. Donc le méridien du cœur passe ici, il y a 7, 6, 5 cœurs en fait dans cette zone. Donc en fait, si vous n'êtes pas exactement sur le point, c'est vraiment pas gênant. Il faut juste retenir qu'on est au pli du poignet et on masse du coup, on masse cette zone, on masse bien, là où c'est le plus sensible. En général, de toute façon, les points les plus sensibles, c'est les points qui ont besoin d'être travaillés. Donc n'hésitez pas, quand vous tombez sur un endroit qui vous fait mal en général, c'est que vous êtes sur un point et qu'il a besoin d'être stimulé. Hein. Donc là, on est sur le point 7 cœur, qui s'appelle Shenmen, donc c'est la porte de l'esprit. Donc ça, c'est un point qui va agir justement sur ce qu'on appelle en médecine chinoise le Shen. Donc le Shen, c'est l'esprit en fait. Donc c'est important en médecine chinoise d'avoir un Shen suffisamment présent, mais qu'il s'enflamme pas trop non plus, donc qu'il soit pas trop agité. Donc le point 7 cœur permet de calmer le Shen. Il va donc agir en cas d'insomnie et surtout en cas d'anxiété. Donc s'il y a vraiment une crise d'angoisse qui commence, ou en cas de crise d'angoisse, ou sur quelqu'un que vous voyez qui commence à perdre pied, à paniquer, 7 cœurs. N'hésitez pas, 7 cœurs des deux côtés. Donc ce point, il est vraiment efficace. Vous pouvez appuyer dessus. Vous voyez, pas besoin de faire forcément dans le sens des aiguilles d'une montre ou inverse, des pressions. Vous faites comme ça, des pressions. Donc ça, c'est le point 7 cœur. Ensuite, on a le point 6 MC, 6 mètres cœur. Donc mètre cœur, comme je vous disais, qui est l'enveloppe du cœur. Donc c'est en médecine chinoise un organe qui va protéger le cœur, justement. Donc celui-là, il se situe à 3 travers de doigts. Pas facile, c'est la caméra. Donc on est à 3 travers de doigts. Ah, comment je vais y arriver? Comme ça. 3 travers de doigts du pli du poignet. Entre deux tendons. Là. Les deux tendons, on les sent facilement. 3 travers de doigts du pli du poignet. Vous arrivez entre les deux tendons. Et vous pouvez masser ce point. Donc du coup, ce point, il est vraiment... c'est un point aussi qui va travailler sur l'estomac, sur l'oppression thoracique. Donc ça, c'est vraiment le grand point émotionnel qui va vraiment travailler sur les blocages émotionnels, sur les barrières émotionnelles. Il peut m'arriver en cabinet que quand je le pique, les personnes éclatent en sanglots sans savoir pourquoi, alors qu'elles se sentent pas du tout tristes. Donc c'est vraiment un point qui va lever les blocages émotionnels.
et donc qu'on peut activer en cas de mal-être émotionnel, hein, tout simplement, d'anxiété, un stress trac par exemple, un stress avant un événement, un spectacle, un examen à passer, un examen médical ou le permis ou même un examen à la fac, hein. J'ai des étudiants qui viennent la veille de leur examen, je leur mets un patch avec une aiguille avec ce point-là qui va vraiment les calmer. Parce qu'en fait, il va aussi agir sur l'estomac. Donc en fait, les personnes qui prennent le stress au niveau de l'estomac, ça va les calmer. Mais on peut aussi le piquer du coup quand on a mal au ventre, même s'il n'y a pas de lien forcément avec l'émotionnel. Il va quand même agir sur l'estomac. Et c'est aussi vraiment le grand point des nausées. Nausées, mal de transport, donc vous avez peut-être déjà vu en pharmacie qui vendait des bracelets, les bracelets du surfeur avec un petit aimant. C'est en fait un bracelet où le point de ce bracelet va tomber pile poil sur le point d'acupuncture. Donc après quand on porte juste le bracelet, du coup ça stimule pas forcément assez bien le point. Donc ce qui serait bien, ça serait soit de masser le bracelet si on l'a, ou de masser le point même sans bracelet pour nausées, mal des transports, il est vraiment super. Donc du coup pour les femmes enceintes, nausées de la femme enceinte, c'est vraiment un très très bon point. Le 6MC, c'est vraiment un point d'urgence qui fonctionne à garder sous le coude, à masser même chez quelqu'un d'autre aussi. Si vous voyez qu'un enfant dans la voiture, il commence à avoir un peu mal au ventre, un peu nausée, un peu pas bien, hop, on lui masse le 6MC. Quelqu'un qui vous dit, je vais avoir quelque chose de stressant, je commence à avoir des palpitations, 6MC. Palpitations dans tous les cas, ce point et le point qu'on a vu juste avant, le 7 cœurs, c'est vraiment des super super points. Donc ne pas hésiter à les masser en cas de palpitation. Ensuite, je vais vous présenter le point le 8 cœur. Donc ça, c'est un point aussi qui a le même type de fonction que les deux derniers qu'on vient de voir. Donc qui vont calmer l'anxiété, qui vont calmer le mental, qui vont agir sur le feu du cœur. Mais il a une fonction en plus, c'est il va vraiment booster. Donc quelqu'un qui se sent apathique, qui est en train de perdre son énergie, qui n'a plus de motivation, ou un sportif avant une compétition, un étudiant qui veut être hyper concentré pour ses examens. Donc le 8 cœurs, il est vraiment bien. Donc du coup, pour le repérer, on va plier comme ça la main, les doigts de la main. Et donc en fait, le point va se trouver à l'extrémité de là où tombe le majeur. Donc il est vraiment dans la paume. Pareil, on appuie, il est sensible. Celui-là, vous le massez, vous pouvez faire des petites pressions dessus, de chaque côté. Il va aussi agir sur la transpiration excessive des paumes des mains. Je vais maintenant vous parler du point qui s'appelle le 17 Renmaï. Donc ça, c'est un point qui va travailler sur l'émotionnel et l'anxiété. Un peu le même type de point que le 6 mètres cœur qu'on a vu au niveau du pli du poignet. Donc là, ce point, c'est vraiment en cas de grosse oppression thoracique, même de douleur cardiaque aussi, qui peut se piquer. Donc en fait, il est vraiment au centre, là, au niveau du plexus. Donc vous descendez là le long de la gorge jusqu'à ce que vous tombez au niveau du sternum sur une petite butée douloureuse, sensible. C'est quasiment toujours sensible. Donc c'est sur le thorax, au niveau de la poitrine entre les deux seins. Donc là, ce point, vous pouvez appuyer dessus, le masser dans le sens des aiguilles d'une montre. Allez-y avec douceur. Pas trop fort parce il est vraiment sensible. Donc ça, c'est vraiment le point que je recommande en cas d'oppression thoracique. Donc l'oppression thoracique, les personnes qui n'en ont pas, bon, tant mieux. Mais il y a énormément de personnes quand même qui savent ce que c'est, du coup, qui ressentent le stress et l'émotionnel au niveau du thorax. Et lorsqu'il va y avoir du stress, qui vont vraiment avoir de l'oppression thoracique. D'autres personnes vont plutôt ressentir ça au niveau du ventre. Donc le stress au niveau du ventre, donc là on est sur le 6 mètres cœur. 6 mètres cœur qui agit aussi sur l'oppression thoracique. Mais 17 Renmaï, vraiment sur les personnes qui ont de l'oppression thoracique, n'hésitez pas, massez-le, massez-le. Même quand vous n'en avez pas, si vous savez que vous êtes sujet à ça, c'est bien de le faire de temps en temps pour calmer l'émotionnel et calmer cette oppression qui peut être présente. Donc au niveau des points d'acupuncture, j'ai fait le tour sur sur ce que je voulais vous montrer. Je ne vais pas vous en montrer beaucoup plus parce que si vous arrivez déjà à retenir cela, c'est pas mal, hein. 3 reins, 7 reins, 6 rate au niveau de la cheville. Entre les deux orteils, le 3 fois. Au niveau du pli du poignet, le 7 cœur. Le 6 mètres cœur à 3 travers de doigts du pli du poignet. Le 8 cœur dans la paume de la main. Le 17 renmaï sur le thorax.
Donc là, vous avez déjà un bon nombre de points avec quoi faire. Si jamais vous avez des indications spécifiques ou des pathologies particulières ou des douleurs et que vous souhaiteriez savoir quel type de points piquer, pardon, masser, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous y répondrai avec plaisir. Je précise aussi que le 4GI, donc celui qui est pour les maux de tête, c'est aussi douleur dentaire et problème ORL. Donc rhinite à répétition, nez bouché, tout ce qui est sinusite, tout ce qui est bloqué de là, en fait, comme le méridien du gros intestin, il va jusqu'ici. Du coup, on a un point d'acupuncture ici d'ailleurs, le 20GI. Donc voilà, tout ce qui est problème ORL, 4GI et dentaire aussi. Donc voilà. Ensuite, je voulais revenir avec vous sur l'équilibre entre le yin et le yang, comme nous en avons déjà parlé, et vous redonner quelques recommandations en fonction du tempérament dans lequel vous êtes. Donc, on a souvent tendance, quand on est dans quand on est dans un type une type de nature, à accentuer cette nature. Et donc du coup avoir un comportement qui va augmenter, on appelle ça, aller dans le sens de la lésion. Donc c'est-à-dire qu'on est dans une lésion et puis au lieu de faire machine arrière ou de faire les bonnes choses pour nous, on a tendance à aggraver la situation. Donc certaines personnes c'est pas le cas, hein, mais il y en a beaucoup dont c'est le cas. C'est un peu la nature qui veut ça. Comme c'est notre nature, c'est difficile d'aller aussi à l'encontre de celle-ci. Donc par exemple les personnes qui sont de nature plutôt yang, donc on est sur le feu, l'agitation, etc. Elles vont tendance à accentuer ce côté-là en aimant manger assez fort, assez pimenté, des aliments de nature assez chaude et à beaucoup s'activer. Et du coup, ça va vraiment accentuer ce côté-là. Donc il faut vraiment essayer de faire attention. Donc pour les personnes qui sont très yang, à essayer de se temporiser, à avoir de temps en temps des activités aussi quand même plutôt douces comme le yoga, le tai chi, le qigong, faire par exemple du longe-côte, la marche dans la mer ou de la marche. Voilà, donc il peut quand même y avoir des activités aussi yang, hein, mais c'est bien de l'équilibrer quand même avec une activité plutôt avec un mouvement à tendance yin dans la semaine, pour pas être que dans le yang, parce qu'après on risque vraiment de trop brûler son énergie. Et donc au niveau alimentaire aussi, de faire attention à ne pas manger trop des choses trop fortes et à ne pas exagérer sur par exemple les épices, le piment, l'alcool, les cuissons fortes un peu au barbecue comme ça, ou les viandes très fortes comme le mouton qui est une viande forte. Et pour les personnes qui sont de nature plutôt yin, du coup, qui vont avoir tendance justement à beaucoup rester sur des mouvements un peu lents, à avoir trop peu d'activité physique, à rester trop assis sur le canapé, ces personnes-là devraient essayer d'avoir aussi une activité un peu dynamique. Donc si c'est du yoga, ça peut être par exemple du yoga vinyasa, du yoga un petit peu un peu plus rapide. Et si c'est de la marche, d'essayer de faire une marche un peu plus rapide, une marche nordique par exemple, ou d'essayer de bien faire circuler l'énergie avec quelque chose qui augmente un peu l'énergie yang, qui va donc quelque chose d'un peu plus cardio, du footing, de la musculation, voilà, d'essayer de remonter un petit peu cette énergie-là, de faire un peu plus de yang. Et justement, au niveau de l'alimentation, de pas manger trop froid, pas manger trop de crudités et de plutôt favoriser une alimentation yang justement en rajoutant des épices, du coup, voilà, plutôt des aliments yang. Après, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, donc il y a Michel Philippe Rastoul qui a écrit un livre un livre sur l'alimentation en médecine chinoise et qui a vraiment classifié tous les aliments yin, tous les aliments yang. Donc vous pouvez voir son ouvrage pour en savoir plus sur ce sujet-là. Il y a aussi ces aliments qui nous soignent de Philippe Sionneau et Josette Chaplet. Donc pareil, qui répertorient les aliments avec la nature, avec leur nature. Sinon, sur ma page Instagram, je fais l'aliment de la semaine et toutes les semaines, j'explique un aliment où je mets aussi la nature. Donc n'hésitez pas à les regarder si vous êtes dans tel ou tel type de profil, de favoriser une alimentation en fonction de ça. Le livre de Michel Philippe Rastoul s'appelle Médecine chinoise et cuisine française. Il y a aussi un autre livre que je voulais vous conseiller qui s'appelle La diététique du yin et du yang de Yu Shen. Du coup, qui va pareil expliquer les différents tempéraments et quelle alimentation adopter en faveur, en fonction de ce dans quoi on est.
Après, voilà, ça reste vraiment général, ça reste des grandes lignes. Si vous voulez avoir un suivi plus poussé, il faut vraiment consulter un thérapeute en médecine chinoise qui pourra vraiment vous faire un bilan en regardant le pouls et en prenant... Enfin, en regardant la langue, pardon, et en prenant le pouls. Donc, la langue, on regarde la forme, la couleur, l'épaisseur, pour voilà, nous donner des indications sur l'état de l'énergie. Et au niveau du pouls, donc c'est pas la fréquence cardiaque qu'on va regarder, c'est l'état de l'énergie et l'état des différents organes. Donc nous, on va regarder la texture du pouls, l'aspect du pouls. C'est pas que le battement cardiaque. Ça, c'est une des nombreuses caractéristiques du pouls. On va regarder s'il est fin, s'il est large, s'il est tendu, s'il est souple, s'il est profond, s'il est superficiel, s'il est rugueux, s'il est glissant. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de caractéristiques du pouls. Et du coup, ça va nous permettre de nous donner des indications sur l'état de l'énergie. Donc ça, c'est 2 critères qui sont importants pour moi quand vous choisissez votre thérapeute en médecine chinoise. C'est de vérifier que la personne prenne le pouls et regarde la langue. Sinon, on va se fier qu'à ce que vous dites, non pas que ce que vous disiez soit faux, mais du coup, ça reste quand même subjectif. Donc, alors que voilà, le pouls, la langue, c'est des caractéristiques pour nous qui sont objectives. Et en plus, on peut voir l'évolution d'une séance sur l'autre, donc c'est quand même assez important. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter un thérapeute qui peut aussi et vous donner des recommandations alimentaires, vous faire les points d'acupuncture et qui peut aussi, si besoin, vous prescrire un traitement de pharmacopée chinoise. Donc la pharmacopée chinoise, en fait, on va se servir, c'est la même logique qu'avec les aliments. C'est-à-dire que les plantes vont avoir une nature froide, chaude, tiède, fraîche. Elles vont avoir aussi un tropisme, c'est-à-dire qu'elles vont se diriger vers tel ou tel organe. Donc ça, c'est le tropisme. Donc par exemple, des plantes qui vont se diriger vers le méridien du cœur, des plantes qui vont fortifier les reins ou qui vont calmer le foie. Donc voilà, il va y avoir le... Et après, ces plantes ont aussi un mouvement énergétique. Donc c'est un mouvement ascendant, ça peut être un mouvement descendant. Et donc l'objectif, c'est de faire une combinaison de plantes qui va aller dans le sens pour soigner votre syndrome. Et du coup, en mélangeant les plantes, on peut avoir accès à différentes choses. Par exemple, on va prescrire une plante pour les douleurs, on va dire, imaginons les douleurs de cheville. Il va y avoir une plante spécifique qui va emmener la formule vers le bas du corps, qui va avoir un mouvement vers le bas du corps. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Donc ces plantes, elles peuvent se prendre après sous forme de poudre, sous forme de gélules, de décoction. Donc il y a plusieurs types de possibilités. Donc voilà, après c'est en fonction de ce qui est le plus pratique pour vous. Voilà, donc c'était assez rapide finalement, assez succinct sur un peu la médecine chinoise en général. J'ai parlé de pas mal de choses, donc j'espère que ça vous aura donné envie de vous plonger dans cette médecine qui apporte vraiment des super résultats. Et voilà, je pourrais pas dire que la médecine chinoise peut tout soigner, mais en tout cas, elle peut soigner beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et souvent des symptômes qui, du point de vue de la médecine occidentale, n'est pas vraiment considéré. C'est pas qu'il n'est pas considéré, mais c'est qu'on sait pas trop quoi en faire. Et qui en médecine chinoise a vraiment toute son importance. Et ça peut être parfois, si vous souffrez de symptômes un peu bizarres en médecine chinoise, c'est presque sûr que dans la littérature, on va le trouver et on va pouvoir essayer en tout cas, de donner une explication théorique. Après, ça ne veut pas dire qu'on réussira forcément à le soigner, mais en tout cas, le symptôme est toujours pris en compte afin de dresser un syndrome, donc qui est l'ensemble des symptômes pour, voir de quoi vous souffrez et choisir la stratégie thérapeutique la plus adaptée en fonction de ce dont vous souffrez. Mais ne pas oublier que la médecine chinoise est avant tout une médecine préventive. Et donc, même si vous ne souffrez de rien, c'est toujours bien d'en faire une fois par trimestre, de préférence au changement de saison. Donc en médecine chinoise, on a une intersaison qui est une période de 15 jours entre chaque saison. Sachant que les saisons sont un petit peu décalées, donc le calendrier n'est pas pareil. Là, on est en hiver, par exemple, en médecine chinoise, dans la saison du Rhin. Et donc voilà, il faut après avoir un calendrier que vous pouvez trouver sur internet pour voir quand est l'intersaison. Mais l'intersaison, donc c'est bien de faire des soins énergétiques pendant cette période-là. Donc c'est une période de transition entre 2 saisons. Et donc de consulter de manière préventive pendant ces 2 semaines, c'est vivement recommandé. Donc une fois par trimestre, ça fait 4 fois par an. Ça permet aussi, s'il y a un problème qui commence, de ne pas attendre qu'il s'accentue ou qu'il empire, il est tout de suite traité.
Donc voilà, les personnes qui viennent me voir de manière préventive, elles sont en super forme, elles tombent beaucoup beaucoup moins malades l'hiver, donc n'hésitez pas et pour travailler sur le stress, sur l'émotionnel, etc., de consulter un thérapeute en médecine chinoise. J'espère que ce petit cours en ligne d'initiation à la médecine chinoise vous a plu. J'attends vos retours, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt!